Faire. Alors juste pour rappeler qu'il y a des bulletins de vote, donc il y a des bulletins qui sont là de participation, et puis donc comme toutes les activités du festival sont gratuites, on met un chapeau l'année prochaine et à poursuivre nos activités. Voilà, merci à tous en tout cas, et je laisse la parole à Natalia. Bonjour, qui est la coprésidente de l'association des aînés pour la défense du climat. Nous avons Frédéric Steiner qui est à sa gauche, qui est donc dans le comité de direction de l'association suisse pour la protection du climat, et Martin qui est de l'Agence de l'énergie pour l'économie et qui va nous présenter les enjeux de la Suisse et du CO2 en Suisse et dans le monde. Donc le titre en fait a été fixé avant qu'on puisse avoir tous les intervenants, et à la base nous voulions vraiment avoir des jeunes étudiants, qui est un projet scientifique dans le Groenland, Swisspol, mais tous ces gens n'étaient pas disponibles. Donc on refera quelque chose, d'ailleurs en collaboration avec le Festival des glaciers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est vaste, on pourra rester là une semaine. Mais du coup, je me suis dit que c'était intéressant et important de rappeler les actions positives, parce qu'on est toujours dans des nouvelles un peu de catastrophes, et on a besoin de choses positives aussi, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font. La Suisse est assez incroyable, elle a beaucoup d'acteurs politiques et privés. Je pensais que c'était important aussi de rappeler que le monde économique, qui est toujours vu un petit peu comme le méchant, fait beaucoup de choses. Et oui, fait beaucoup de choses. Nous avons fait des petits films avec des réalisateurs de l'ECAL et indépendants. Et vraiment, il y a des choses assez surprenantes qui se passent dans des entreprises. Et souvent, c'est une démarche vraiment d'un individu. Oh, voilà, désolé. Présentation, je peux regarder. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis conseiller en efficacité énergétique pour les entreprises au sein de l'Agence de l'énergie pour l'économie. C'est une organisation qui est née il y a plus de 17 ans en Suisse et qui conseille les entreprises pour les accompagner à réduire leur consommation d'énergie. Donc c'est mon travail de tous les jours. Mais mon rôle aujourd'hui, ce sera plutôt de vous faire un constat sur les émissions de CO2 dans le monde et puis en Suisse, et puis sur quelles sont les tendances dans tel ou tel secteur. Il y aura pas mal de graphiques, s'il y a besoin de s'arrêter un peu plus ou de revenir sur un autre, n'hésitez pas. Tout d'abord, l'énergie dans le monde, ça ressemble à quoi? Donc l'énergie prix, la consommation d'énergie, elle continue à augmenter. Les principaux agents énergétiques qui sont utilisés dans le monde, c'est le charbon, le gaz naturel, les produits pétroliers, le gaz naturel, le nucléaire, l'hydraulique qui représente environ 2%, les biofuels et puis le déchet, et puis autres. Dans autres, on a renouvelable, donc éolien et puis solaire. On voit à peine le trait. C'est moins de 2% à l'échelle mondiale. Donc il y a des choses qui se font, mais c'est vraiment minoritaire aujourd'hui. Donc on n'est pas dans un grand virage. Donc il y a quelque chose à faire. Au niveau suisse, on a souvent l'impression qu'on est très très propre. C'est grâce à l'électricité. L'électricité en Suisse, elle est produite de manière décarbonée, c'est-à-dire qu'il y a 55% de l'électricité qui est faite avec les barrages, les 30% qui sont faits environ avec le nucléaire, et puis le reste est fait avec un petit peu de renouvelable, mais ça ne représente pas grand-chose. L'éolien, c'est 0,2%, le solaire, c'est entre 2 et 3%, donc on est encore loin d'une révolution. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que l'électricité, c'est que 25% de notre énergie finale en fait en Suisse. Donc tout le reste, en gros, c'est du fossile importé, donc on a une relativement faible indépendance énergétique en Suisse, et on est très axé sur le fossile. Donc on va avoir le gaz naturel, les fluides pour l'aviation, et puis tout ce qui est ensuite transport, diesel, et puis chauffage. Donc ça, c'est le constat au niveau mondial, et puis en Suisse. Maintenant, si on regarde par zone géographique, je pense que quand monsieur Pauline Victor il faisait ses reportages, on était par là, il disait que le progrès allait vite. Voilà, je pense qu'il ne se rendait pas compte ce qui allait venir derrière.
On voit qu'on est en pleine zone exponentielle, on n'a pas du tout atteint le plateau, les émissions continuent à augmenter. On voit qu'il y a des zones géographiques qui sont beaucoup plus concernées que d'autres. Alors parce qu'ils s'industrialisent, il y a de plus en plus de gens, les gens sont de plus en plus riches. Et en fait, au niveau mondial, on a un budget carbone. Et chaque année où on continue à augmenter, on rappuie notre budget carbone. Ça veut dire que si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui sont de 2 degrés au maximum d'ici 2100, en essayant de se tenir à 1,5 degré, on va devoir être d'autant plus fort. Et il y a une 2 degrés, c'est environ 5% de chance. Et atteindre 1 degré et demi, c'est 1% de chance. Donc à chaque fois qu'on continue à augmenter ces émissions, on réduit nos chances d'atteindre ces objectifs. Donc le défi est relativement immense et puis la tendance est pas très bonne, je dirais. Maintenant, si on regarde les émissions de CO2, alors sur un globe, ça c'est les pourcentages d'émissions qui sont liés à chaque pays. Donc on voit que la Chine c'est le plus gros émetteur, ça largement. Ensuite on a les États-Unis. Et puis on a plein de pays, et puis on a la Suisse. Alors la Suisse, on peut se dire, ouais, super, on est super. On est relativement peu émetteur, parce que la Suisse, c'est 0,1% des émissions. Alors là, on parle des émissions qui sont émises dans le pays. Par contre, on est plutôt un importateur de biens qui sont produits à l'étranger. Si on compte tout ça, ça reste pas énorme, mais c'est 0,25% des émissions mondiales. Donc la Suisse, elle a un relativement petit rôle à jouer en tant qu'émetteur. Elle a quand même un exemple à donner. Et elle a aussi un rôle de pôle technologique, et puis elle peut montrer l'exemple d'une société qui a atteint une certaine richesse et qui arrive à réduire ses émissions. Et ça, on va le voir que c'est le cas en fait. Parce que si on regarde on va regarder après les émissions en Suisse. Là, je voulais juste vous montrer un graphique. Alors, je prends un peu le temps de l'expliquer. On va voir différentes années défiler. C'est la relation entre les émissions de CO2 par personne en fonction de la richesse des personnes. C'est-à-dire que là, c'est les revenus annuels des personnes, et ça, c'est les émissions de CO2. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en gros, plus on est riche, plus on va émettre du CO2. Et puis les couleurs, ça représente aux différents continents. En jaune, on a l'Europe, en bleu, on a l'Afrique, en rouge, on a l'Asie, et puis en vert, on a l'Amérique. Et puis la taille des bulles définit en fait la population. Et je vais juste vous montrer la petite animation qui vous montre l'évolution. Alors, je sais pas si vous arrivez. Ça marche. Vous allez voir comment se déplacent au fil des années les bulles. Voilà, donc on a des bulles qui grossissent, les gens deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus riches, donc ils émettent de plus en plus. Là on voit la Chine par exemple qui est en train de rattraper son retard en termes de richesse et qui du coup émet plus par personne. La Suisse est là, en gros. Donc on pourrait se dire, c'est super, on est un pays très riche, on émet relativement peu par personne, mais ça c'est sans compter les émissions qui sont faites à l'extérieur en fait. Je le remets juste comme ça, peut-être on peut revoir. Voilà. Et puis là par exemple on a les États-Unis, là on a l'Inde. Donc on a cette grosse tendance d'avoir de plus en plus de gens sur Terre qui sont de plus en plus riches. Et qui dit richesse dit du coup émission de CO2. Alors des gens de plus en plus riches, c'est bien parce que ça amène beaucoup de choses. On a plus de sécurité, on a plus d'éducation, la santé est meilleure, il y a plein de points positifs. Mais pour les émissions de CO2, richesse et puis émissions de CO2. Ça c'est au niveau mondial. Maintenant les conséquences qu'on peut avoir, si on regarde les températures moyennes en Suisse ces dernières années, donc on a la moyenne qui est ici. Et puis depuis 1980-85, on a toujours été au-dessus de cette moyenne, et pas un peu. C'est-à-dire que les derniers chiffres, c'est en Suisse en moyenne, on est à 1,5 degré, 2 degrés au-dessus de la moyenne. Ça c'est assez énorme. Au niveau mondial, la moyenne de la hausse, c'est un peu moins d'1 degré. Donc en fait, on subit encore plus le réchauffement climatique en Suisse par rapport aux autres pays. Donc quand on dit que l'accord de Paris, ce sera 2 degrés au niveau mondial, peut-être qu'en Suisse ce sera 3, ce sera 4. Et ça a des... On voit sur la biodiversité, sur la pollution de l'air, etc. Maintenant, si on regarde les émissions de la Suisse, alors là, de nouveau, c'est les émissions qui ont lieu en Suisse. On a une tendance qui est un petit peu à la baisse. Ici, on a un objectif qui a été fixé en 2020, c'est moins 20% par rapport à 1990. Donc on peut se dire, c'est déjà bien, on a réussi à baisser ces émissions. L'objectif il est relativement loin d'être atteint, il va falloir accélérer un petit peu. Il faut nuancer quand même un petit peu ça, c'est que
il y a plus de gens en Suisse qu'il y en avait en 1990. C'est-à-dire que la Suisse, elle a réussi de baisser de 12% ses émissions de CO2, alors que la population, elle a augmenté de 25%, et le PIB, il a augmenté de 50%. Donc la Suisse a réussi à émettre moins tout en ayant plus de gens et en générant plus de richesses. Alors ça va aussi du type d'industrie, on se rend plus vers les services et moins vers la manufacture lourde, mais c'est quand même assez exemplaire d'en arriver là. Si on regarde secteur par secteur maintenant, en Suisse, les gros consommateurs, c'est le transport, avec environ un tiers. Ensuite, on a les bâtiments, l'industrie, l'agriculture, etc. Et puis si on regarde la tendance sur les dernières années, on peut voir qu'il y en a qui laissent plus faire que d'autres. Par exemple, les transports, où là, on a presque pas de baisse, voire plutôt une augmentation des émissions de CO2. L'industrie, alors si on ne regarde pas les gaz synthétiques, les émissions de combustible, elle a bien fait son travail, elle a réduit de 30% ses émissions de CO2. Les ménages, ils ont relativement bien avancé. Ça, il y a plein de politiques qui sont en cours pour accompagner ça. Au niveau de l'agriculture, globalement, rien ne s'est passé. Le service, ça a baissé un peu, et puis les déchets, c'est relativement stable. Et c'est là où la politique a beaucoup à faire, à mon avis, c'est d'accompagner ces secteurs à réduire les émissions de CO2, sans que ce soit forcément aux particuliers d'en payer le prix. Moi, je représente l'industrie juste pour vous montrer un exemple. Ça, c'est les émissions de CO2 qui sont liées à un secteur d'activité, donc les entreprises qui sont membres de Swissmem. C'est l'industrie des machines, de l'électronique et puis des métaux. En 1990, ils ont réduit de 55% leurs émissions de CO2. C'est principalement les produits issus du pétrole, donc ce sera le chauffage. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive un petit peu à un plateau. Donc là, il y a tout ce travail qui a été initié et qui a porté ses fruits, mais dans l'industrie, ça va être quand même relativement difficile au bout d'un moment d'aller plus loin. Il y a des objectifs, les entreprises, elles ont des quotas d'émissions de CO2 qui vont être abaissés pour la prochaine période à partir de 2020-2021, mais il y a des choses qui vont être difficilement substituables, et si on durcit trop la législation et que, par exemple, l'énergie devient trop chère, le risque c'est que les entreprises elles aillent s'installer ailleurs, et que la Suisse perde son monde industriel. C'est ce qui s'est passé par exemple en Russie, avec la chute de l'URSS en 1991, en 1990, sauf qu'en 1992, ils avaient déjà atteint leur objectif, parce qu'ils étaient juste désindustrialisés. Et ça, c'est pas le but d'en arriver là, de baisser ses émissions à tout prix en mettant des taxes qui vont faire au final que les entreprises vont fermer ou elles vont produire ailleurs. Si elles vont produire ailleurs, elles vont peut-être produire de manière encore plus polluante. Voilà, tout ça pour montrer que le monde industriel avance, il a encore des objectifs à atteindre, mais il y a un moment où on va être obligé de stagner. Et puis là, moi je vois peut-être plutôt du potentiel d'amélioration au niveau des autres secteurs, par exemple les transports qui est un très gros émetteur, où là il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'ailleurs la Suisse elle a émis des objectifs de réduction de CO2. Si on regarde les objectifs, c'est ce que je disais, c'est moins 20% en 2020 par rapport à 1990. Là exclusivement avec des mesures en Suisse. En 2030 c'est moins 50%. Là par contre il y aura intégré une part de mesures à l'étranger, ce sera des projets de compensation. Et puis ensuite à partir de 2050, la neutralité climatique. Là on voit déjà que l'objectif il est en bonne voie, mais ce sera difficile de l'atteindre. Et puis sur les 30% qui va rester, il y aura 20% qui peuvent être faits à l'étranger. Donc moi je trouve que ça pourrait être plus ambitieux, ces objectifs-là. D'ailleurs je vous montre juste par secteur d'activité ce qui est prévu. Donc les bâtiments ils devraient arriver avec ces économies sur la période jusqu'à 2030. L'industrie elle va faire une petite part, avec une petite part à l'étranger. Les transports on va leur demander relativement peu, et on va faire beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire que les importateurs de carburant ils vont pouvoir compenser leurs émissions, et puis l'agriculture va aussi faire quelque chose. Quand on a un secteur qui émet plus de 15 millions de tonnes de CO2 par année, qui se fixe même pas 2 tonnes de réduction d'émissions suisse, moi je trouve que c'est relativement faible. On pourrait à mon avis être beaucoup plus ambitieux. De toute façon la législation elle va être de plus en plus dure pour les véhicules. Là aujourd'hui la limite elle est à 130 grammes par kilomètre. En réalité à partir de 2020 ce sera 95 grammes par kilomètre. Donc moi je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Est-ce que tout le monde va rouler en Twingo, ou les importateurs vont devoir payer des amendes monstres, ou ce sera les particuliers qui vont devoir payer des énormes malus pour aller dans le sens de ces législations.
Voilà, donc chaque secteur a ses objectifs. Ça a été discuté avec, au niveau du Conseil des États. Ça va retourner au Conseil national. Donc on verra ce qu'il en ressort. La loi sur le CO2, elle n'est pas encore définitive, mais elle est en cours de discussion. Plutôt un constat. Après, on va parler de solutions. Si on veut parler de solutions à court terme, il y a les élections qui vont avoir lieu dans une semaine maintenant. Donc, si vous êtes sensible à la question du climat, il y a un site qui s'appelle EcoRating qui va vous donner les tendances par politicien et puis par parti politique sur les mesures en faveur ou pas du climat. Donc là, vous pouvez voir si vos politiciens ils vont dans le sens de la réduction des émissions de CO2. Je vous donne déjà, le majoritaire en Suisse est nettement contre. Ils ont presque 0 sur 100 chacun. Après, il y a d'autres partis qui sont bien mieux placés. Et puis après, il y a des actions individuelles qui peuvent être faites, ça c'est au niveau politique. Et puis là, moi j'encourage tout le monde à faire ce qu'on peut faire sur le site du WWF, c'est un bilan carbone où en 30 questions, et vous savez quels sont vos plus gros postes d'émission, et là vous pouvez agir. Mais les plus gros postes, ce sera de toute façon les transports, le logement, l'alimentation, et puis les finances par exemple. Donc il faut que tout le monde fasse un peu sa part, mais tout ne pourra pas venir des individus. Il y a une très bonne publication qui a été faite en France, mais qui est assez transposable en Suisse. C'est que le bilan carbone d'un Français, c'est environ 10 tonnes par année. Et puis les objectifs vont on leur demande d'atteindre 2 tonnes de CO2 par année. Et sur les 8 tonnes qu'on leur demande de réduire, les gens, s'ils sont héroïques, ils arriveront à réduire de 2 ou 3 tonnes. Tout le reste, c'est seulement avec des incitations, la rentrée du monde politique là-dedans. Donc si quelqu'un arrête tout à coup de prendre l'avion, change sa chaudière, devient végétarien, revoit ses finances, etc., il ne pourra de toute façon pas atteindre ce qu'on lui demande. Donc là, le monde politique, il a un rôle hyper important. Et en tant que citoyen, on peut avoir ces actions individuelles, mais on a aussi un rôle en tant que personne qui va aller voter, pour aller influencer les gens qui nous représentent, pour aller dans le sens de la réduction des émissions de CO2. Voilà, c'est juste quelques pistes d'amélioration, mais on en discute après. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que vous avez peut-être... Afin de, je dirais, éviter la cacophonie avec Berne, je dis ça avec respect pour tout le monde, mais comment est-ce que vous fonctionnez avec eux, comment est-ce que ça se met en place? Parce qu'il y a des petites entreprises, des moyennes, des plus grandes. Alors il y a des petites et moyennes entreprises. L'agence de l'énergie, ça a été mis en place par les milieux économiques, c'est justement pour faire ce lien avec les exigences légales que peut y avoir au niveau de la confédération ou des cantons. Et puis faire donc le lien avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'énergie, et nous on a ce rôle de médiation et d'accompagnement, parce qu'au final quand je vais rencontrer une PME, elle a jamais eu de conseiller en énergie, elle ne connaît pas les bonnes pratiques, elle ne sait pas ce qui marche pas, là où il faut prioriser, et c'est là où moi j'interviens, c'est comme je fais ça tous les jours en fait, j'arrive à savoir là où il faut aller pour maximiser les économies d'énergie, tout en essayant de faire des projets rentables. Et c'est là où on amène beaucoup pour les PME. Après, pour les grosses entreprises, là, on va peut-être plus les accompagner pour la partie légale, administrative, on va leur donner des conseils, mais ils auront de toute façon des experts en interne. Oui. Ouais, les émissions en fonction des richesses. Parce que là, en fait, si nous, on sert d'exemple aux gens en leur disant, si vous êtes riche, vous allez avoir accès à une voiture privée, à une maison, à pléthore de vêtements et de gadgets. C'est sûr que, ça c'est sûr, il y aura plus de gens et ils vont être plus riches. Donc si tout le monde va vers ce mode de consommation, les émissions elles ne vont pas faire un plateau, elles vont continuer à exploser. Donc il faut réussir à inverser la tendance et puis à montrer avoir une belle vie, c'est pas forcément rouler en 4x4 ou partir en week-end en avion tout le temps. Mais c'est sûr que ça va être très difficile à inverser comme tendance. Et puis là où je rejoins un peu le titre, pourquoi laissons-nous faire, c'est que c'est très facile de se dédouaner sur la problématique du réchauffement climatique et de dire il y a 3 personnes à côté de moi, il faut rien, pourquoi est-ce que moi je me priverais? En fait, il faut réussir à voir ça pas forcément comme une privation, mais comme une opportunité de vivre un petit peu différemment et puis de ne pas se mettre dans le modèle richesse égale émission, et puis justement de contrer un petit peu cette courbe-là. Je peux préciser juste ma question parce que on voit quand même que les valeurs, les jeunes qui sont en rébellion, c'est pas comme ça. Ils sont pas, peut-être certains sont
piloter, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont... Donc il y a une conscience qui n'était pas là il y a 10-15 ans, qui est là. Et c'est une période de transition, donc ça va prendre un peu de temps. Et on peut consommer différemment. Il y a l'économie circulaire, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je vais peut-être profiter de dire le climat chauffe, les